Je suis toujours dans le site docteurangélique.free.fr et dans la série des cours de philosophie éthique à la lumière du Père Marie-Dominique Philippe, en vue de la lecture de saint Thomas d'Aquin, je voudrais maintenant aborder l'amour d'amitié réalisé, qui va se réaliser justement au terme de toute une activité éthique que dans les leçons précédentes, j'ai pu étudier. Donc comme je le disais, le premier amour, qui n'est pas libre, qui porte sur un bien, qui s'est transformé en une intention de vie choisie, responsable. Donc on a fait de cette personne, de ce bien, sa fin, qu'ensuite on a pu conquérir à travers la mise en place de beaucoup de moyens, de beaucoup d'imagination, l'intelligence, la volonté, sans arrêt, se sont alliés pour arriver à faire savoir son amour. Eh bien, il arrive dans certains cas que cela aboutisse véritablement et que la personne de l'autre, étant consciente maintenant que quelqu'un l'appelait un amour d'amitié, dise oui. Il y a donc, pour que se réalise cet amour d'amitié, une phase de consentement. Si la personne qui aime reste seule à dire oui et à avoir une intention vers l'autre personne, l'amour d'amitié n'aboutit pas. Ce qui caractérise l'amour d'amitié, c'est qu'il est une sorte d'alliance entre deux personnes, deux volontés qui se disent oui réciproquement. S'il n'y a pas cette réciprocité, il n'y a pas amour d'amitié. Il y a désir d'amour d'amitié velléitaire, c'est-à-dire qui n'a pas abouti, malheureusement, chez l'un des deux. Seulement, pour que cette alliance, pour que cet amour d'amitié puisse exister, il y a certaines conditions préalables. Ça veut dire qu'il est impossible qu'un amour d'amitié existe entre des personnes subordonnées l'une à l'autre. Par exemple, entre une ouvrière et son patron. Dans la relation de subordination, étant donné qu'il y en a un qui est supérieur et l'autre qui est inférieur, ce ne sera pas un vrai amour d'amitié. Et dans ces cas-là, il peut y avoir même quelque chose qui tombe sous la loi, une sorte d'usage de la puissance de la part de celui qui est supérieur pour dominer l'inférieur. De même, dans l'Antiquité, quand il y avait des esclaves, les maîtres pouvaient parfois aller avec leurs esclaves et parfois leur demander des relations sexuelles, mais ce n'était pas dans l'amour d'amitié. C'était perpétuellement dans une relation de pouvoir. Donc la supériorité de l'un sur l'autre empêche l'amour d'amitié, ce qui est très important à considérer par rapport à l'amour d'amitié homme-femme. Ça veut dire que si on maintient que l'homme est supérieur à ce niveau-là à la femme, alors on rend impossible un véritable amour d'amitié dans le couple. Donc on peut se demander, quand on voit des civilisations qui disent que l'homme est supérieur à la femme et que la femme doit obéir, eh bien si elles en restent là, au niveau du couple, de ce qui structure le couple lui-même, effectivement, on a quelque chose qui n'aboutit pas à une alliance. Ce sera d'ailleurs, dans ces civilisations-là qui insistent énormément sur la supériorité de l'homme, ce sera d'ailleurs dans ces civilisations-là qu'on aura de la polygamie. Parce que si la femme est inférieure, si elle est dans une relation d'obéissance, alors il peut y avoir plusieurs épouses. Parce qu'elles peuvent être aimées chacune dans une certaine justice, à égalité, mais comme elles ne sont pas l'égale de l'homme, elles ne peuvent pas être l'unique, elles ne sont pas obligatoirement l'unique. Évidemment, dans l'ancien judaïsme qui était polygame, très vite, les femmes, suivant leur cœur, se rendirent compte que cette chose-là ne pouvait pas aller, que c'était contre leur nature profonde. Et donc si Moïse autorisait une certaine polygamie, et si on vit des rois d'Israël le pratiquer, à commencer par Salomon, eh bien, 300 ans avant Jésus-Christ, la polygamie, elle est interdite par les prophètes, par Malachie par exemple, qui dit « la femme de ta jeunesse ». Souviens-toi de la femme de ta jeunesse. À l'époque de Jésus, la monogamie est complètement acquise. Ce n'est même pas un problème.
Jésus rapporte que, comment dirais-je, au commencement, Dieu les fit hommes et femmes, etc., etc. Dans l'islam actuel, il y a une pression des femmes de plus en plus forte qui, en se servant du Coran, manifeste aux hommes qu'en fait les conditions que met Mohammed pour la polygamie sont tellement impossibles à suivre qu'on ne peut pas être polygame. Puisqu'il faut une telle égalité de traitement des femmes qu'il faut les aimer chacune exactement de la même façon. Chose impossible. Et donc de plus en plus, l'islam se tourne vers la monogamie. Et il y a là une maturation qui est naturelle à l'esprit de l'amour d'amitié, qui peut-être n'est pas naturel au corps animal de l'homme, qui peut-être comme animal désire avoir une sorte de groupe de femelles qu'il domine et qu'il protège. Mais c'est du côté de l'esprit qu'il y a quelque chose de tout à fait différent. Quelque chose qui appelle, par une loi naturelle de l'amour d'amitié, à la monogamie dans le couple et à l'égalité homme-femme. Alors qu'est-ce à dire? Que tous les textes sacrés qui disent que l'homme est supérieur à la femme ne voudraient rien dire, qu'ils seraient archaïques. En réalité, on peut les interpréter dans un sens tout à fait adapté. C'est que s'il y a une égalité de dignité, de droit entre l'homme et la femme dans l'amour d'amitié, puisqu'il ne peut pas y avoir d'amour d'amitié avec une infériorité, il n'y a pas une égalité de talent. Je veux dire par là que la femme est beaucoup plus douée que l'homme sur certains points. Et que l'homme est beaucoup plus doué en général. C'est pas du 100%. Disons que c'est du 80% sur d'autres points. Par exemple, les femmes, après mai 68, 50 ans après, se plaignent que les hommes dans les tâches ménagères n'en feraient donc que 7% en France. Alors que, effectivement, il y a 40 ans, ils en faisaient 4%. Donc une révolution entière aurait abouti à une augmentation de 3% des tâches ménagères faites par les hommes dans le couple. En moyenne, évidemment, parce qu'il y a des couples où l'homme fait les choses exactement à égalité de la femme, puisque la femme elle-même travaille. Eh bien, en réalité, ce sondage sociologique est biaisé. Parce que c'est vrai que l'homme en fait moins au niveau des tâches ménagères, tout simplement parce qu'en général, les hommes, il faut repasser après. Ça veut dire qu'ils ont une notion de la propreté qui n'est pas la même que celle des femmes. Et un homme qui cache la poussière sous le tapis aura l'impression que le ménage est fait. Il suffit de ramasser la poussière, c'est vrai, c'est tout à fait logique et efficace, sous le tapis qui s'est accumulé, mettons, une fois par mois, et donc ça permet d'aller plus vite, d'être plus efficace, etc. Mais ce n'est pas la notion habituelle du ménage chez la femme. Par contre, un homme qui prend ses responsabilités, il aura une efficacité au niveau, par exemple, de l'installation de la maison, du bricolage. Je ne sais pas, refaire le toit, prendre des décisions de gestion, etc. C'est quelque chose qui se passe en général. L'homme aime bien les tâches artistiques efficaces partant d'un projet et aboutissant à une réalisation concrète. Et les femmes, étant psychologiquement différentes, mais pas différentes de manière absolue, je ne fais pas un carré, etc. C'est plutôt un peu comme le yin et le yang, la fameuse pensée des taoïstes, c'est-à-dire qu'il y a de la féminité dans l'homme et de la masculinité dans la femme, c'est très souple tout ça. Mais en général, on pourra dire que la femme, elle, ce qui la passionne, c'est les enfants, c'est leur croissance, leur éducation, la vie plus intérieure de la famille. Alors, cette différence de personnalité ne s'oppose pas du tout à l'existence d'un amour d'amitié, bien au contraire. L'essentiel étant qu'il y ait égalité de droit et de nature. Ça ne veut pas dire identité de personnalité. Donc la négation absolue, par exemple par la théorie du gender, de toute différence qui serait un peu innée entre l'homme et la femme dans leur psychologie, au profit de l'affirmation que ces différences sont purement culturelles. Ben, je pense que ça ne sert à rien. C'est pas ça qui va favoriser le destin de la femme. Le réalisme suffit. Ce qui est essentiel et ce qui est acquis, et qui est quelque chose que véritablement, en philosophie, on ne peut que se réjouir, c'est que l'homme et la femme aient une égalité de culture, d'éducation, de droit, et dans l'amour d'amitié.
une égalité de personnes. Parce que à ce moment-là, dans le couple, véritablement, il peut y avoir amour d'amitié. Alors évidemment, l'amour d'amitié n'existe pas que dans le couple. L'amour d'amitié, c'est une notion beaucoup plus large. Il y a des amitiés d'hommes très fortes. Et ces amitiés d'hommes n'ont rien à voir avec l'homosexualité. On prend souvent l'exemple dans la Bible de David, le futur roi, et de Jonathan, le fils du roi Saül, qui, quand ils se rencontrèrent, eurent une amitié totale, une identité de connaissance et de volonté profonde, au point que la Bible dit « L'amitié entre David et Jonathan est plus forte que l'amour des femmes ». Et donc certains en ont conclu qu'il y avait chez eux une homosexualité. Pas du tout. C'est lié à une mentalité de cette époque-là, où justement, et ça durera jusqu'au XXe siècle, sauf dans un pays comme l'Égypte, la femme est cantonnée à des tâches et à une mentalité, à une éducation qui ne lui permettait pas d'avoir un véritable amour d'amitié avec l'homme. Ça veut dire qu'elle était véritablement cantonnée intellectuellement à son rôle de mère et d'épouse, et donc on évitait qu'elle se cultive, et donc on ne discutait pas avec elle. Et David, étant un guerrier, étant un homme poète, étant un amoureux de Dieu, avait trouvé dans David une identité de volonté. Ça veut donc dire que l'amour d'amitié se développe par le fait qu'il y a idem velle en latin. Idem velle qui veut dire identité de volonté. Des intentions de vie communes. Je veux dire par là qu'il ne s'agit pas de se regarder dans le blanc des yeux perpétuellement en disant « tu es ma faim, tu es ma faim ». Ça, c'est au début de l'amour d'amitié que ça peut être comme ça. Très vite, dans un amour d'amitié qui se développe, c'est plutôt regarder ensemble dans la même direction. Il y a identité de volonté. Il y a projet commun. Il y a conversation commune. Alors jusqu'à quel point faut-il qu'il y ait identité de volonté pour qu'il y ait amour d'amitié? Je dirais que ce n'est pas nécessaire que ce soit sur tous les points, bien au contraire. Mais ça doit être au minimum sur quelque chose de profond et de commun. Donc par exemple dans le couple homme-femme, où on reste tout de même très différents. Ça veut dire que si on considère un petit peu, ne serait-ce que ce que regardent les hommes et les femmes à la télévision, les hommes, pour se détendre le soir, ils vont plutôt se tourner vers les films d'action, s'ils sont intellectuels, vers les documentaires, avec des animaux, de l'évolution, de la science, de l'histoire. Les femmes, souvent, pour se détendre, vont chercher plutôt des émissions d'éducation, des reportages, comment dirais-je, portant sur des histoires de couple, des histoires de famille, quelque chose qui a un rapport avec les personnes. Idem au niveau des films. On ne peut pas dire que Rambo, c'est le film qui touche le plus les femmes. Et on ne peut pas dire que La Mélodie du Bonheur, c'est le film qui touche le plus les hommes. Alors je ne veux pas évidemment catégorier. La vérité, c'est que les films, les grands films, plaisent aux hommes et aux femmes. Je parlais dans une autre vidéo du film Gladiator. Si ce sont les plus grands films de tout le cinéma mondial, c'est parce qu'ils ne peuvent plaire qu'à tout le monde. Il y a à la fois de l'amour avec sa dignité, sa fidélité, des actions nobles en vue de cet amour de sa femme, de sa famille. Et puis il y a en même temps de l'action, des combats, du suspense. Donc ça plaît à tous les publics. Mais enfin, disons que quand on regarde habituellement, c'est vrai que ce n'est pas tout à fait les mêmes goûts, les mêmes sujets de conversation, c'est pas toujours pareil. Est-ce que ça veut dire que l'amitié homme-femme est impossible? Non, pas du tout. Parce qu'il suffit d'une identité de volonté sur quelque chose de commun, qui là, en l'occurrence, est la famille, les enfants. Donc un projet, on construit ensemble quelque chose. C'est fondamental, on fabrique sa maison ensemble. Si l'homme va au travail, c'est pour gagner de l'argent parce que sa famille, comme ça, peut vivre. Et son identité de volonté avec sa femme, c'est que son activité professionnelle qui peut le passionner est finalisée par sa vie privée, en tout cas au niveau des revenus. De même, la femme, si elle va au travail, c'est aussi parce que l'argent sert
comment dire, au revenu. Et si elle a la chance de n'avoir pas besoin de travailler à plein temps, mais juste pour sortir, alors ça lui donne un équilibre personnel qui lui permet d'être meilleure épouse, meilleure mère, plus équilibrée, plus réjouie que quelqu'un qui serait mal étant enfermé perpétuellement à la maison. Alors je ne veux pas dire par là que je suis contre les femmes au foyer, du tout. Il y a des femmes qui sont véritablement faites pour cela et qui s'épanouissent entièrement dans cette façon de faire. Et donc, et véritablement, au niveau d'un couple, au niveau de l'amour d'amitié, c'est la prudence des deux qui en discutent. Il peut parfois quand même être bon d'avoir des sorties, du bénévolat, de ne pas rester tout le temps à 100% dans l'intérieur de la maison. Le minimum qui est exigé pour qu'un amour d'amitié subsiste et grandisse, c'est la communication. La communication, ça veut dire qu'il y a un dialogue. On se parle de temps en temps. Alors attention, la communication peut être de manière très diverse. Je veux dire par là que dans les amitiés d'hommes, quelquefois, un petit coup de téléphone une fois par an, et ça suffit. Et directement, on reprend la conversation là où on en était l'année dernière. Il n'y a pas de grand besoin d'extériorisation. Alors que les femmes fonctionnent très différemment en général. Ça veut dire qu'elles ont besoin de beaucoup de communication sur des choses qui paraissent futiles parfois, mais qui en fait pour elles n'est pas futile, parce qu'elle incarne cette communication, la communion du couple. Et donc dans un couple homme-femme, une amitié homme-femme, il faudra bien que chacun fasse un effort vers l'autre puisque les psychologies sont si différentes. Je dirais que ce qui caractérise l'amour d'amitié homme-femme, en particulier dans le mariage, c'est que il y a une telle différence de psychologie entre les deux qu'ils ne peuvent pas rester ensemble si leur intention de vie n'est pas extrêmement forte et actuée. L'intention de vie qui, au départ, avait fait faire toute l'action que j'ai décrite dans l'activité morale précédente. Si, à un moment donné, on se coupe de l'intention de vie, on oublie ce qui nous avait charmé au départ, alors on peut être sûr que le couple va se détruire. L'intention de vie reste ce qui structure le couple et la communication reste ce qui réalise concrètement dans la vie commune cette structuration. On peut détruire le couple donc par deux façons, soit l'oubli de l'intention de vie, soit l'oubli de la communication. L'oubli de la communication, quand il est trop long, trop fréquent, finit par atteindre l'intention de vie, c'est-à-dire qu'on n'est plus que des étrangers. Et l'alliance, le oui réciproque qui avait été donné au point de départ, est oublié. L'oubli de l'intention lui-même peut détruire le couple. Alors je me rappelle d'une anecdote que m'avait racontée un jour quelqu'un qui me disait que son père était énervé par sa mère. Ce père était un homme qui bricolait énormément, très efficace, qui construisait pour elle une belle maison depuis des années. Et sa mère était une femme très féminine, très dévouée, centrée sur ses enfants, mais sans aucune capacité d'efficacité sur le travail. Eh bien cet homme, avec ce grand-fils, n'arrêtait pas de ricaner de leur mère en la traitant d'incapable, se moquant d'elle et en la faisant pleurer. Je crois que cet homme, avec la complicité de son garçon, avait oublié qu'au point de départ, l'intention de vie qui lui avait fait aimer sa femme, c'était justement sa grande féminité, sa beauté, sa grâce, son attention à l'intériorité. Et que plus tard, 20 ans plus tard, ayant oublié cette intention de vie qui l'avait rendu amoureux, il l'avait transformé en un mépris. Cette femme avait bien du mérite de rester dans l'amour d'amitié. Parce que là, il y avait eu de la part de l'homme oubli de la chose qui structure profondément l'amour d'amitié, avec en plus la complicité de ce grand-fils un peu bête. L'autre chose qui peut détruire le couple, donc l'amitié homme-femme, c'est l'absence totale de communication. Alors, la communication,
Certains diront, certains hommes diront, ben, elle existe parce qu'il y a une vie sexuelle. Ils se trompent. La vie sexuelle n'est pas communication, sauf si elle est fondée sur une communication qui passe par ailleurs, par des petits gestes, par de l'attention aux autres, par du dialogue tout simplement à table. Ça veut dire que si quelqu'un pense qu'il peut réduire sa communication à l'acte sexuel, il est en train de dévorer son couple. Tout simplement parce que la femme ayant plus de finesse dans la découverte de ce qui est essentiel à l'amour d'amitié, ben, considérera que c'est un homme qui prend son plaisir, il ne communique pas, il fait de cette femme un moyen pour sa jouissance personnelle, il est en train de l'humilier. Il humilie sa personne, il ne l'aime pas, elle s'en rendra compte. Par contre, s'il y a une véritable communication, donc des actes extérieurs, comme le fait de parler, d'être gentil de temps en temps. Alors évidemment, il faut que la femme s'adapte. Un homme n'est pas tout le temps en train de dire à longueur de journée « je t'aime ». C'est rare qu'un homme prenne sa femme sur ses genoux après 20 ans de vie commune. Mais pourquoi pas? L'essentiel, c'est que, adapté à ce que c'est qu'un homme qui a peu d'expression affective en général, s'il n'y a pas cette communication qui vient de temps en temps, eh bien, le couple se détruira. Je dirais que dans l'amour d'amitié, ces deux choses qui sont essentielles, donc l'intention de vie, l'amour, et deuxièmement la communication, qui le réalise concrètement, sont les deux choses essentielles. À la rigueur, tout le reste peut varier. On voit des couples qui s'adorent et qui n'arrêtent pas, quand ils vivent ensemble, de s'engueuler. Et donc qui finissent par trouver un moyen formidable, ben, ils coupent leur appartement en deux, chacun est dans ses appartements le soir, et puis ils mangent ensemble. Et puis ils dorment ensemble parfois. Et pourquoi pas? C'est des couples qui fonctionnent. Ils ont gardé la communication, ils ont gardé l'amour et l'intention de vie. Ils ont simplement trouvé une solution par rapport à des caractères trop forts qui fait qu'ils s'affrontent trop et que ça rend la vie commune paisible. Donc il y a de grandes souplesses dans la manière de la vie commune. Et je dirais même que l'amour d'amitié n'implique pas forcément une vie commune, comme on le voit dans les amis hommes, qui parfois, comme je le disais, il suffit qu'ils communiquent de temps en temps, au téléphone. Non, je pense bien que ce qui est essentiel et indispensable, c'est un minimum de communication. C'est-à-dire que même dans une amitié d'hommes, si on néglige de se téléphoner de temps en temps, peut-être une fois par an, homme, si on néglige totalement de communiquer de temps en temps, au minimum une fois par an, si on se revoit au bout de 30 ans et qu'on n'a pas, comment dirais-je, pris la précaution de quand même avoir un minimum de communication, eh bien, on se rappellera ses souvenirs de vieux combattants, d'anciens étudiants, mais que l'amitié, elle est morte. L'amitié s'entretient nécessairement par un minimum de communication, qui s'exprime différemment chez les femmes et chez les hommes, comme je l'indiquais, donc beaucoup plus chez les femmes par des paroles parfois qui semblent superficielles, mais qui ne le sont pas du tout pour elles. Chez les hommes, par moins de paroles, mais dans les deux cas, je crois de manière universelle, une amitié où il y a l'absence de communication est une amitié qui meurt. Je pourrais ici me poser la question de savoir si, dans le cadre du couple homme-femme, la communication par l'acte sexuel est nécessaire tout le temps, tout au long de la vie. Donc, je rappelle que, de manière naturelle, le philosophe peut constater que l'acte sexuel dans le couple, il ne sert pas chez l'être humain qu'à la reproduction. C'est absolument faux de dire cela. Certainement, sa finalité naturelle est la reproduction. L'acte sexuel, on le voit dans son mécanisme, évidemment, c'est l'union de deux gamètes. Donc c'est certain. Mais on le constate ne serait-ce que par une simple observation extérieure, physique. La nature a fait que l'acte sexuel chez l'être humain était fait organiquement pour qu'il y ait réciprocité d'échange et de plaisir, pour être fait dans un face-à-face, dans une communication face-à-face.
Ce qui n'est pas du tout le cas, par exemple, chez les chiens, qui sont faits, eux, pour être ventre contre dos. Parce que, sans doute, leur reproduction a comme finalité unique, non pas l'amour des deux chiens, mais la reproduction. Dans le cas de l'être humain, visiblement, il y a deux finalités à l'acte sexuel, et il les exprime et il les réalise. C'est d'abord l'amour des deux qui se sont engagés dans une alliance commune, et en plus un amour avec une certaine fidélité. Il y a un tel échange des corps qu'on voit bien que, et les filles le sentent beaucoup plus que les garçons, sans doute, elles l'apprennent aux garçons. On voit bien en tout cas que il y a l'expression extérieure d'une intention de vie qui est certainement pour toujours, qui ne peut pas se convaincre d'une infidélité, d'une trahison. Alors reste à la réaliser, ça sera la leçon suivante qui étudiera donc évidemment le temps de l'amour d'amitié et son développement. Mais en tout cas, naturellement, dans cet amour d'amitié-là, qui s'exprime par la sexualité, le geste même implique une confiance totale. Il n'y a pas plus fort, d'ailleurs, je pense, il n'y a pas plus grand pour exprimer une confiance totale que cela. Alors la question est de savoir si cette forme de communication, si belle, qui peut aboutir à des enfants qui eux-mêmes deviennent l'intention commune des époux, donc ce qui structure leur immense différence psychologique dans une intention de vie commune, et qui fait qu'ils peuvent cheminer ensemble toute la vie. Donc, est-ce que cet acte sexuel existe obligatoirement tout au long de la vie? Alors, ce qui est certain, c'est que chez les jeunes couples, c'est une forme de communication importante, parce que leur corps l'appelle. Mais je dirais que cette forme de communication, qui est la plus belle, sans doute, est aussi ambivalente. Ça veut dire qu'elle peut aboutir à la destruction du couple si elle est considérée en elle-même comme faisant la communication du couple. Parce qu'elle peut être mensongère, étant accompagnée d'un grand plaisir, évidemment, si l'un des deux ou les deux insensiblement mettent leur intention de vie non pas dans la personne de l'autre mais dans le plaisir, alors l'acte sexuel lui-même devient l'acte qui exprimera la destruction du couple, qui est fondé sur une intention de vie qui est non conforme à ce qui correspond à l'esprit humain naturellement. Le plaisir sexuel, c'est un moyen utile, profond, fondamental, mais c'est un moyen. Je dirais qu'il trouve sa valeur par le reste de la vie commune. C'est le reste de la vie commune, la délicatesse au long de la journée, le fait de travailler fidèlement pour l'autre. Donc tout ce que l'autre peut comprendre des efforts faits par l'un et réciproquement, qui lui donne sa valeur. S'il y a eu rupture dans le couple, par exemple, profonde engueulade, et qu'on estime qu'on se réconciliera simplement sur l'oreiller le soir, eh bien on se fourvoie complètement. L'acte sexuel ne réconcilie rien, mais il achève une réconciliation. C'est parce qu'il y a eu d'abord explication, contrition si l'un des deux a fait faute, donc qui n'est pas forcément dans les larmes avec une expression, mais qui simplement peut être par un petit geste, un petit humour, etc. Et donc réparation de la blessure, on s'excuse si on a dit des mots qui dépassaient la pensée, et on ne s'excuse pas forcément avec des grands mots, on peut s'exprimer simplement en faisant un petit bisou. Dans le couple, il y a une capacité de compréhension réciproque. Alors, l'acte sexuel pourra être quelque chose qui signifie cette réconciliation dans le couple, mais pas l'inverse. Donc on le voit, l'acte sexuel a une place tout à fait particulière, d'une très grande richesse, comme une sorte de signe et de réalisation de l'amour d'amitié, mais il n'est finalement qu'une forme de communication. Je veux dire par là que s'il arrive qu'il ne peut plus exister, soit parce que l'un des deux a eu un accident ou est malade, ou parce que la vieillesse est là, eh bien l'acte sexuel n'est pas nécessaire de manière absolue. Ce qui est nécessaire de manière absolue, c'est la communication. Et à un moment donné, la communication, quand on est très âgé, peut passer par
simplement on apporte à manger, on prend un peu la main, on met l'oreiller comme il faut, etc. Je l'ai bien dit, ce qui détruit le couple, c'est pas la disparition de l'acte sexuel, même si c'est quelque chose de très imprudent chez les jeunes couples. Ce qui détruit le couple, c'est la disparition de la communication. Et c'est aussi ce qui détruit l'amour d'amitié. Alors, cette leçon, ce que je viens de dire, n'est pas fait pour mépriser l'acte sexuel, bien au contraire. C'est vraiment quelque chose qui est une invention absolument magnifique de la nature. C'est ce que montrera le philosophe. Mais c'est simplement pour le situer à sa juste place, en sachant qu'il est source, quand il n'est pas compris, quand il n'est pas mis dans cette intention profonde de vie, de toutes les disconvenues. On a vu des couples même se détruire à cause de l'acte sexuel parce que l'un des deux, ou les deux, étant dans leur égoïsme personnel, ne faisait pas l'effort d'aller vers l'autre. Donc classiquement, on dit l'homme ayant de grands besoins, il exigeait des actes sexuels fréquents. La femme n'étant pas trop portée à cela parce qu'elle avait l'impression de servir de repos du guerrier, se refusait. Dans une communication de couple, et face à une telle situation où l'acte sexuel n'est ni chez l'un ni chez l'autre porté par une chasteté. La chasteté, ça veut dire cette vertu qui ordonne l'acte sexuel à l'amour. L'homme, on le voit bien, dans ce cas-là, il n'est pas chaste. Il ordonne l'acte sexuel à son plaisir, à son repos. La femme, dans ce cas-là, elle n'est pas chaste, parce qu'elle ne fait pas d'effort vers l'homme pour se donner et le comprendre un peu. Mais la réalité, c'est que tous les deux manquent de chasteté. Ça veut dire que la femme qui a le sens plus profond dans le cas que j'ai indiqué de la signification de l'acte sexuel, doit enseigner à l'homme ce qu'il est. L'homme doit faire des efforts pour se calmer, pour respecter sa femme quand elle n'en a pas envie parce que ça lui est pénible. Et c'est un effort qui s'acquiert dès l'adolescence. Et puis la femme doit être capable, dans le cas que j'indique, de se donner et de comprendre ce besoin d'expression de l'amour par la sexualité que peut avoir l'homme. Ça peut être quelquefois l'inverse. Il y a des femmes parfois qui ont une envie sexuelle beaucoup plus que l'homme. Donc c'est quelque chose de très souple. L'essentiel n'est pas l'exemple que j'ai pris. L'essentiel, c'est de montrer que l'acte sexuel, il n'a sa valeur que dans le cadre de la communication de l'amour, et il est destructeur quand il est simplement finalisé par le plaisir. Donc, pour résumer, si je rappelle donc les conditions d'un amour d'amitié, je dirais que il faut être dans une égalité de nature et de droit. Pas d'amour d'amitié entre un supérieur et un inférieur. Que l'amour d'amitié est porté par une intention réciproque. Ça veut dire qu'il ne suffit pas que l'un des deux dise oui. Il faut qu'il y ait une forme d'alliance réciproque de deux oui qui acceptent cette intention de vie. C'est une alliance. Fondé sur cette intention, l'amour d'amitié ne peut pas subsister s'il n'y a pas de communication. Tout amour d'amitié implique un minimum de communication, qui peut prendre des formes extrêmement diverses, peu importe, mais la communication est essentielle. Une vie commune n'est pas nécessaire. La vie commune peut parfois ne pas exister dans l'amitié. Dans le mariage, évidemment, elle est évidente. Mais il peut arriver que des mariages, pour sauver l'amour d'amitié et la fidélité dans le couple, décident de ne plus avoir de vie commune. Ce qui par contre tue complètement l'amour d'amitié, y compris dans le mariage, c'est la disparition de l'intention de vie, donc par une forme de trahison. On met son intention ailleurs, dans une autre femme, dans un autre homme, ou dans le plaisir, pour le plaisir, ou dans son métier. Ou alors c'est la destruction de toute communication. Donc on ne fait plus d'efforts pour aller vers l'autre. Dans le couple homme-femme, la sexualité est la forme la plus belle, la plus profonde de communication, mais c'est aussi la forme la plus ambivalente, parce qu'elle ne vient qu'au terme d'une communication qui est plus profonde et qui est affective, qui vient du dialogue, qui s'exprime par des gestes comme cela. Elle est comme la couronne de la communication qui n'existe et qui n'a sa valeur que fondée sur la communication.
Si elle est prise pour elle-même, elle peut même arriver à détruire la communication. Alors il me reste maintenant à aborder dans l'amour d'amitié 2 questions, à savoir sa croissance et son devenir, et deuxièmement, la possibilité de sa destruction.